Imaginez le bain rempli de vapeur. L'homme le plus puissant du monde cherchant son souffle, non pas à cause de la chaleur, mais sous l'étreinte écrasante de son lutteur personnel. Sa maîtresse avait déjà essayé le poison. Son chef de la sécurité a donné l'ordre final. C'est ainsi que meurt un empereur. L'histoire est reconstituée à partir des récits d'historiens contemporains, de sénateurs qui ont vu son règne sombrer dans la folie. C'était l'acte désespéré d'un cercle intime poussé au-delà des limites de la peur. Qu'est-ce qu'un empereur pouvait bien faire pour que sa propre maîtresse et son chef de la garde du corps conspirent pour l'assassiner? Les histoires officielles parlent de corruption et de combat dans l'arène. Mais elles ne vous parlent pas des chiffres. Elles ne vous parlent pas de la violation spécifique et systématique des tabous les plus sacrés de Rome. Une dépravation si profonde qu'elle devait être effacée. Pour comprendre la véritable histoire, il faut regarder les preuves qu'ils ont tenté d'enterrer. Nous allons vous montrer la seule accusation qui était considérée comme pire que la trahison, pire même que le meurtre. Nous sommes le 30 et 1 décembre 192 après J.C., la veille du Nouvel An. À l'extérieur des murs du palais, Rome fait la fête. À l'intérieur, un secret glacial doit être gardé. L'empereur, Commode, est mort, et ses assassins sont les seules autres personnes dans la pièce. La panique cède la place à un plan désespéré, le poison. Administré par sa concubine la plus fidèle, Marcia, n'avait pas réussi à le tuer, le faisant seulement vomir violemment. Cet échec scella son destin. L'empereur étant affaibli et en convalescence, les conspirateurs devaient agir vite. Ils firent entrer Narcisse, un athlète champion, un homme que Commode connaissait et en qui il avait confiance en tant que partenaire d'entraînement personnel. Dans la vulnérabilité du bain, l'empereur qui se voyait comme un dieu fut étranglé par les mains nues d'un lutteur. Désormais, le corps est un fardeau. Sa découverte signifierait leurs propres exécutions atroces. L'historien Hérodien, écrivant avec la clarté d'un quasi-contemporain, décrit la scène. Ils enveloppent le cadavre de l'empereur dans des draps de lit, le liant solidement en un paquet. 2 esclaves de confiance sont convoqués. Leur tâche est de sortir le paquet du palais en le faisant passer pour rien de plus qu'un chargement de linge inhabituellement volumineux. Ils passent devant les gardes prétoriens, les soldats d'élite qui ont juré de protéger l'empereur. Certains sont ivres des festivités du Nouvel An, d'autres somnolents, appuyés sur leurs lances. Les esclaves ne ralentissent pas le pas. Ils transportent l'empereur mort dans la nuit romaine et personne ne remarque rien. Ce n'était pas un assassinat politique tel que nous l'entendons. C'était une exécution intime, menée par les 3 personnes ayant l'accès le plus proche possible à la vie de l'empereur, sa maîtresse, son chef de la sécurité et son partenaire d'entraînement. Pour comprendre comment le cercle intime d'un souverain devient son peloton d'exécution, nous devons remonter au début. Nous devons voir le garçon avant le monstre. Le prince doré qui était censé perpétuer un héritage de grandeur, et non le réduire en cendres, car les racines de ce meurtre ne se trouvaient pas au Sénat, mais dans la nurserie impériale. Cet acte désespéré et secret dans le palais fut la fin d'une histoire qui avait commencé avec les plus belles promesses, dans un empire au sommet absolu de sa puissance. Pour comprendre le meurtre, il faut comprendre le mythe qui a été construit pour l'empêcher. Nous remontons 31 ans en arrière, dans une Rome que l'historien Cassius Dion qualifiera plus tard de « royaume d'or ». C'était le monde de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, un homme de devoir, de raison et de retenue. Et en 160 et un après J.C., il reçut ce qu'aucun empereur n'avait eu depuis près d'un siècle. Un fils biologique direct, né alors qu'il était déjà sur le trône. Cela rendait le garçon Commode, unique. Il fut le premier empereur né dans la pourpre, un symbole vivant de la stabilité dynastique. Dès sa naissance, une vaste et incessante campagne de propagande commença. Un effort pour forger dans l'imaginaire public un héritier si parfait, si légitime, que son règne serait incontestable. L'outil principal pour cela était quelque chose que chaque personne de l'Empire pouvait tenir dans sa main: la monnaie. Les ateliers monétaires impériaux travaillèrent sans relâche.
frappant l'image du garçon en or et en bronze, envoyant un message soigneusement élaboré jusqu'aux confins du monde connu. Regardez cette auréole d'or, frappée lorsque Commode n'était qu'un enfant. L'inscription dit « À Commode César, fils de l'Auguste, Germanicus. À seulement 11 ans, on lui attribua un titre de victoire pour une guerre qu'il n'avait jamais menée, son image étant à jamais liée à la puissance militaire de son père. Ici, sur une autre pièce, il est le prince de la jeunesse, l'avenir désigné, tenant des étendards militaires. Ce n'était pas juste une routine, c'était un processus de préparation intense et accéléré. Son père, Marc Aurèle, rompit avec la tradition des 5 bons empereurs, qui avaient adopté leurs successeurs sur la base du mérite. Il était déterminé à créer une dynastie. Tous les honneurs possibles furent accumulés sur le garçon. À 16 ans, il fut nommé co-empereur, l'égal formel de son père vénéré. Un rare médaillon de bronze de l'époque montre le jeune Commode et son frère, encore plus jeune, Annius, avec une scène des 4 saisons et la légende. Le bonheur des temps. Le message était clair. L'avenir est assuré. L'âge d'or continuera. C'était l'histoire officielle. Le portrait d'un prince sans défaut, destiné à la grandeur. Mais c'était un mensonge. Et la vérité était bien plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Cette histoire officielle, celle frappée dans l'or et le bronze, était un mensonge soigneusement construit. Et c'était un mensonge que Marc Aurèle lui-même a peu être désespérément voulu croire. Car tandis que les ateliers monétaires impériaux diffusaient l'image d'un héritier parfait, les sénateurs et les historiens qui circulaient dans les couloirs du palais racontaient une autre histoire. Les archives officielles racontent une version. Mais cachée dans les histoires hostiles, écrites par les hommes qui allaient le mépriser, se trouvent d'autres récits plus sombres, des anecdotes qui suggèrent que la pourriture s'était installée bien avant qu'il ne porte la pourpre impériale. La plus glaçante de ces histoires provient d'une collection de biographies impériales connue sous le nom d'Histoire Auguste. Elle se déroule lorsque Commode n'a que 12 ans, dans un domaine impérial. Imaginez la scène. Le jeune prince est dans son bain et trouve l'eau trop froide. Un désagrément mineur pour n'importe qui d'autre. Pour Commode, c'est une offense impardonnable. Dans un accès de rage, il ordonne que le gardien des bains soit jeté vivant dans la fournaise. L'ordre est absolu. Mais un esclave à l'esprit vif, chargé de cette horreur, improvise. Il saisit une peau de mouton, la jette dans les flammes, et la puanteur de la laine et de la chair brûlée qui en résulte suffit à convaincre le garçon dans son bain que son ordre monstrueux a été obéi. Cette histoire, qu'elle soit vraie ou inventée, est devenue une pierre angulaire de sa réputation. Elle brossait le portrait d'un enfant qui était, comme le prétend le texte, vil et déshonorant, cruel et lubrique dès ses plus jeunes années. Mais était-ce si simple? Était-il né monstre? La source contemporaine la plus fiable, le sénateur Cassius Dion, nous donne une réponse plus complexe et peut être plus terrifiante. Dion affirme que Commode n'était pas méchant par nature, mais, au contraire, aussi ingénu que n'importe quel homme ayant jamais vécu. Selon lui, le problème n'était pas la malveillance, mais une profonde faiblesse. Une grande simplicité, cependant jointe à sa lâcheté, qui faisait de lui un esclave de ses compagnons. C'était une marionnette, facilement manipulable, qui, par paresse et désir d'éviter tout effort, manqua la vie meilleure et fut ensuite entraîné dans des habitudes lubriques et cruelles qui devinrent bientôt une seconde nature. Alors, laquelle de ces versions était la bonne? Un garçon né avec un cœur de pierre, ou un héritier faible qui serait consumé par le pouvoir absolu qu'il n'était pas apte à exercer? La réponse viendrait lorsque son père, le dernier grand stoïcien, fermerait enfin les yeux, laissant le royaume d'or de Rome entre les mains d'un garçon qui ne désirait que la rouille et le fer de ses propres envies. La question de savoir si Commode était né monstre ou simplement faible trouva sa réponse en mars 180 après J.C. Sur la froide et sombre frontière danubienne, l'empereur philosophe Marc Aurèle mourut, laissant le monde romain entre les mains de son fils de 10 à 9 ans. Le premier acte d'un empereur définit son règne. Pour Commode,
ce fut une fuite précipitée, loin du devoir. Son père avait passé des années à mener une guerre brutale contre les tribus germaniques, repoussant les frontières de l'Empire, assurant son avenir par la force et le sacrifice. Commode était entouré des généraux chevronnés de son père, des hommes qui s'attendaient à ce qu'il termine le travail. Il fit le contraire, poussé par ce que l'historien Cassius Dion appelait une profonde haine pour tout effort et un désir insatiable pour la vie confortable de la ville. Il négocia immédiatement un accord de paix. Pour les soldats endurcis et le Sénat à Rome, ce fut un acte de lâcheté, une trahison de l'héritage de son père, avant même que son corps ne soit froid. Mais Commode s'en moquait. Il se précipita à Rome, non pas en héros conquérant, mais en jeune homme désespéré de réclamer le prix de son héritage. Une vie de plaisir illimité. Son retour fut marqué par une procession triomphale, l'un des rituels les plus sacrés de l'État romain. C'était un spectacle de puissance militaire, une célébration de la victoire qui reliait l'empereur aux dieux. Mais Commode allait le profaner. Dans le char triomphal, un espace réservé au commandant suprême, il plaça son chambellan, un affranchi de basse naissance de Nicomédie, nommé Saoterus. Et tandis que le char parcourait les rues de Rome, devant les sénateurs silencieux et observateurs et les foules en liesse, Commode fit quelque chose d'impensable. L'histoire auguste rapporte qu'il se retournait à plusieurs reprises et l'embrassait ouvertement. Ce n'était pas une indiscrétion privée, c'était une performance publique et flagrante. Il violait délibérément toutes les normes de la bienséance romaine, élevant son favori personnel au-dessus de la dignité de l'État dans son moment le plus solennel. Ce fut la première grande trahison. C'était un signal clair pour l'élite romaine que leur nouvel empereur n'avait aucun respect pour la tradition, aucun sens du devoir et aucune honte. Il avait abandonné la guerre de son père, et maintenant il abandonnait l'idée même de ce qu'un empereur romain était censé être. Ce scandale public n'était qu'un début. Ayant montré son mépris pour le devoir public, il allait maintenant se retirer derrière les murs du palais, laissant l'Empire être dirigé par des prédateurs, pendant qu'il se construisait un monde privé d'excès inimaginables. Cette démonstration publique choquante dans le char triomphal était plus qu'un simple scandale personnel. C'était une déclaration d'intention. Commode avait montré à l'élite romaine qu'il n'avait aucun intérêt pour leurs traditions ou leurs attentes. Ayant abandonné la guerre de son père, il abandonnait maintenant la tâche même d'être empereur. Il se retira dans l'immense palais impérial sur le mont Palatin, se coupant ainsi des affaires fastidieuses du gouvernement. Cela créa un vide de pouvoir au cœur même du monde romain. Un vide qui fut rapidement comblé par une succession d'hommes ambitieux et impitoyables qui allaient gouverner en son nom. Le premier fut l'homme qu'il avait embrassé dans le char, Saoterus. En tant que chambellan de l'empereur, son pouvoir ne provenait d'aucun titre officiel, mais de sa proximité intime et physique avec Commode. Il contrôlait les accès, gérait le palais, et, pendant un temps, fut l'homme le plus influent de l'Empire. Mais cette influence, née de la faveur personnelle, fit de lui une cible. Il fut bientôt assassiné par le commandant de la garde prétorienne, Tygidius Perennis, qui s'empara alors du pouvoir. Tandis que Commode, selon les mots de l'histoire auguste, se livrait à des débauches dans le palais, Perennis devint le dirigeant de facto. Il exécuta des sénateurs, pilla les riches et dirigea l'empire d'une main de fer. Tout cela, pendant que le véritable empereur était perdu dans son propre monde. Mais Perennis tomberait lui aussi, exécuté pour apaiser une armée mutinée. Le vide fut alors comblé par le plus notoire d'entre tous, Marcus Aurelius Cléander. Ancien esclave qui avait gravi les échelons du palais, Cléander porta la corruption à un tout autre niveau. Il mit l'État romain en vente, adjugeant les charges publiques, les commandements militaires et même les sièges au Sénat aux plus offrants. Amassant une fortune personnelle qui, dit-on, rivalisait avec le trésor impérial lui-même. Pendant que Commode se livrait à ses passions privées, l'Empire était dirigé par une succession de prédateurs. L'État était leur terrain de chasse. Mais quelles étaient ces passions privées? Que se passait-il derrière les portes du palais qui étaient si dévorants que cela permettait au plus grand empire du monde d'être pillé par ses favoris? Les sources anciennes nous donnent une réponse. Et elle commence par un chiffre si précis et si monstrueux
qu'il a défini son héritage depuis 2000 ans. Pendant que Commode se livrait à ses passions privées, l'Empire était dirigé par une succession de prédateurs. L'État était leur terrain de chasse. Mais quelles étaient ces passions privées? Que se passait-il derrière les portes du palais, qui était si dévorant que cela permettait au plus grand empire du monde d'être pillé par ses favoris? Les sources anciennes, essayant de donner un sens au chaos, nous donnent un chiffre si précis et si monstrueux qu'il a défini son héritage depuis 2000 ans. Pouvez-vous l'imaginer? L'histoire auguste prétend que, tout en se livrant à des débauches dans le palais, Commode entretenait un harem personnel de 300 concubines, et pour les accompagner, 300 mignons masculins. Un total de 600 partenaires sexuels vivant entre les murs impériaux, dédiés uniquement à son plaisir. Ce nombre, 300, était probablement un procédé littéraire, une façon de signifier un excès si vaste qu'il était presque incalculable, comme les harems légendaires des despotes orientaux. Mais la véritable horreur, le détail qui faisait de cela un crime politique et pas seulement une défaillance morale, réside dans l'identité de ces personnes et la manière dont elles étaient acquises. Le texte précise que les femmes étaient rassemblées pour leur beauté et choisies parmi les matrones et les prostituées. Les hommes étaient collectés par la force et par l'achat, indifféremment parmi le peuple et les nobles, uniquement sur la base de la beauté physique. C'est une distinction cruciale. Pour un empereur romain, avoir des relations sexuelles avec des prostituées, des esclaves ou des artistes était courant, voire attendu. Mais l'accusation ici est qu'il a enrôlé de force des fois matronae fois des femmes romaines de naissance libre, mariées et de familles respectables, et les fils de la noblesse dans son bordel personnel. C'était un acte de terreur. Cela transformait le récit d'une simple luxure personnelle en celui d'une tyrannie politique. Cela dépeignait un empereur qui non seulement satisfaisait ses appétits, mais brisait activement le tissu social sacré de Rome, violant la sainteté de la famille romaine et la dignité de l'aristocratie. La chambre à coucher de l'empereur, dans ce récit, devenait un lieu d'humiliation politique, où les corps de l'élite n'étaient qu'une marchandise de plus pour sa consommation. Mais même ce chiffre, ce bordel impérial de 600 âmes, ne saisit pas la véritable nature de la violation. Le vrai crime, aux yeux des Romains, n'était pas seulement l'ampleur de sa luxure, c'était sa nature. Pour comprendre l'accusation qu'il a véritablement damnée, nous devons regarder au-delà des chiffres et nous pencher sur les règles tacites de la sexualité romaine et sur le seul tabou qu'un homme ne pouvait jamais, au grand jamais, briser. Ce bordel impérial, avec ses 600 âmes, était le symbole d'une tyrannie qui consumait tout. Mais le chiffre lui-même, aussi choquant soit-il, ne saisit pas la véritable nature de la violation. Le vrai crime, aux yeux de l'élite romaine, n'était pas seulement l'ampleur de sa luxure, c'était sa nature. Pour comprendre l'accusation qui allait finalement détruire la réputation de Commode, il faut comprendre la définition romaine d'un homme. Elle n'avait presque rien à voir avec nos concepts modernes de sexualité. Pour les Romains, la moralité n'était pas définie par le sexe de votre partenaire, mais par votre statut social et, surtout, par le rôle que vous jouiez dans l'acte sexuel. Tout le système était fondé sur une binarité simple et brutale, la domination et la pénétration. Pour un homme romain de l'élite, né libre, il était parfaitement acceptable, voire attendu, de désirer et d'avoir des relations sexuelles avec des partenaires de l'un ou l'autre sexe, mais uniquement selon un ensemble de règles strictes. Il devait être le partenaire actif, dominant, pénétrant. Ses partenaires devaient être des inférieurs sociaux, esclaves, anciens esclaves, prostituées ou artistes. Cet acte renforçait sa foi virtus, foi sa virilité, son autorité, son droit de gouverner. C'était une expression physique de sa place au sommet de la hiérarchie sociale. Les mots homosexuel et hétérosexuel n'existaient pas en latin. Il n'y avait que le pénétrant et le pénétré. Et c'est là que nous trouvons le tabou ultime, inexprimé. Le seul acte qui pouvait dépouiller un homme romain de tout ce qu'il était. Pour un citoyen né libre, se laisser volontairement pénétrer était commettre un suicide social. C'était renoncer à sa masculinité, à son statut juridique, à son identité même. Un homme qui agissait ainsi était qualifié de foi sinaedus,
parfois un mot d'un mépris profond, un paria à qui il était interdit de voter ou même de se représenter en justice. Il n'était plus considéré comme un homme. Il était un objet, une disgrâce. C'était la ligne à ne pas franchir. Et la calomnie la plus puissante murmurée dans les couloirs du Sénat, l'accusation qui serait utilisée comme une arme contre Commode, n'était pas qu'il avait pris des centaines de corps pour son plaisir, mais que dans l'intimité de ses appartements, il avait offert le sien. L'accusation selon laquelle Commode avait livré son propre corps était l'arme politique ultime, une charge conçue pour le dépouiller de son autorité et de son identité même d'homme romain. Et cela nous amène directement à la question centrale et troublante de notre histoire. Les gardes du corps de l'empereur, ses chambellans, son personnel, ils vivaient dans un état de soumission absolue. Dans ce monde, le consentement est un mot vide de sens. Le déséquilibre de pouvoir était total. Tout ordre d'un empereur, surtout d'un empereur aussi erratique et cruel que Commode, était presque impossible à refuser. L'affirmation selon laquelle il rassemblait ses minions par la force et par l'achat constitue la base textuelle de cet environnement de coercition. Toute relation sexuelle entre l'empereur et un membre de sa garde serait, par sa nature même, un acte de force. Et les sources anciennes, tout en évitant les détails graphiques, utilisent un langage spécifique et codé pour formuler précisément cette accusation. L'histoire auguste prétend que Commode ne fut pas exempt de la disgrâce de l'intimité avec de jeunes hommes, souillant chaque partie de son corps dans ses relations avec des personnes de l'un ou l'autre sexe. Pour une oreille moderne, cela peut sembler vague. Pour un sénateur romain, c'était un acte d'accusation d'une clarté cristalline. Souillant chaque partie de son corps était un euphémisme bien compris pour désigner l'engagement dans tout l'éventail des actes sexuels, y compris, et c'est crucial, se considérer comme passif et efféminer le tabou suprême. C'était l'accusation qu'il assumait volontairement le rôle du pénétré, du partenaire soumis. C'était la forme de calomnie sexuelle la plus puissante imaginable. C'était une accusation qui, en pratique, émasculait l'empereur, le dépeignant comme un homme qui avait renoncé à sa foi virtus, sa vertu virile, et était donc inapte à commander des armées, à présider le Sénat ou à incarner l'autorité patriarcale de l'État romain. Cela brosse un tableau terrifiant de la cour impériale, un lieu où les frontières entre le devoir, le service et l'intimité n'étaient pas seulement floues, mais effacées par les appétits d'un tyran. Un monde où le devoir d'un garde du corps de protéger le corps de l'empereur pouvait être détourné en un ordre de soumettre le sien. Ce portrait de dégradation privée était déjà assez choquant. Mais bientôt, Commode allait abattre les murs du palais et exposer sa folie aux yeux de toute la ville de Rome. La dépravation cachée entre les murs du palais ne pouvait être contenue éternellement. Les fantasmes privés de Commode exigeaient une scène publique. Et il allait transformer la ville de Rome elle-même en son théâtre personnel de la cruauté. Pendant des siècles, les histoires de son obsession n'étaient que cela, des histoires. Jusqu'en 2013, des archéologues fouillant une villa impériale à Genzano, au sud-est de Rome, ont trouvé quelque chose qui confirmait les récits les plus sombres. Enfoui depuis près de 2 millénaires se trouvait un colisée miniature et privé. Imaginez une arène ovale de 60 mètres de long, avec des sols en marbre et des sièges pour plus de 1300 spectateurs. Elle avait tout ce que le vrai Colisée possédait: des tunnels souterrains pour les animaux, une loge impériale, et même l'ingénierie complexe pour un auvent rétractable afin d'ombrager les invités. Ce n'était pas un passe-temps, c'était une obsession, et il s'était construit une scène privée pour la perfectionner avant de présenter son spectacle en public. Et il l'a fait. Pour un empereur, l'incarnation de la dignité romaine. Entrer dans l'arène, le domaine des esclaves et des criminels, était la dégradation ultime. Mais Commode n'a pas seulement mis les pieds dedans, il vivait pour ça. Le sénateur Cassius Dion en fut un témoin oculaire, et ses récits se lisent comme un rêve fiévreux. Il nous raconte que Commode a tué 100 ours en un seul jour, non pas avec courage, mais en les abattant avec des javelots depuis la sécurité d'un balcon protégé. Il le décrit massacrant 5 hippopotames et 2 éléphants en 2 jours. Ce n'était pas la démonstration de vertu masculine que les Romains admiraient. C'était un spectacle grotesque d'un pouvoir sans risque. Mais les chasses aux animaux n'étaient rien comparé à ce qui suivit.
Dans l'un des actes les plus troublants jamais rapportés d'un empereur romain, Commode rassembla un groupe d'hommes qui avaient perdu leurs pieds à cause de la maladie ou de blessures. Il les fit déguiser en serpents, leurs membres inférieurs liés ensemble. Il leur donna des éponges à lui jeter, en prétendant que c'étaient des pierres. Et puis, tandis que la foule regardait en silence, stupéfaite, il les a tous massacrés à coups de gourdin, reconstituant une bataille mythique contre des géants. Ce n'était plus un empereur, c'était un monstre jouant sa folie devant le monde. Mais même cela n'était pas le sommet de son délire. Il était sur le point de franchir la dernière étape, passant de la prétention d'être un héros à la conviction d'être un dieu. Le point culminant de cette folie fut son identification complète avec le demi-dieu Hercule. Et nous en avons la preuve matérielle. Découvert en 1874 dans une chambre souterraine à Rome, voici le buste de Commode en Hercule. C'est un chef-d'œuvre de propagande. Il porte la peau du lion de Némée en guise de coiffe. Dans sa main droite, il tient la célèbre massue du héros. Et dans sa gauche, les pommes d'or des Hespérides, un symbole non seulement des travaux d'Hercule, mais aussi de l'accession à l'immortalité. Il ne faisait plus semblant. Dans son esprit, il était un dieu. Et il exigeait que le monde l'adore comme tel. Le Sénat fut contraint de le déclarer divinité vivante. Il ordonna que la tête soit retirée de la colossale statue de bronze de Néron, haute de 30 mètres, qui se dressait près du Colisée, et la fit remplacer par un portrait de sa propre tête, ajoutant une massue et un lion de bronze à ses pieds pour achever la transformation. Après qu'un incendie eut ravagé Rome en 191, il saisit l'occasion de refaire la ville à son image, la rebaptisant officiellement Colonia Commodiana, la colonie de Commode. Il n'avait pas terminé. Il renomma les 12 mois de l'année, chacun d'après l'un de ses propres noms et titres adoptés. Août devint Commodus. Octobre devint Herculeus. Le peuple romain n'était plus romain. Il était le peuple commodien. Il avait effacé l'histoire et refait le monde à sa propre image divine. C'était un acte du bris si profond, si totalement insensé, qu'il ne pouvait être toléré. Le point de rupture approchait. L'homme qui avait rebaptisé Rome et s'était déclaré Dieu était sur le point de commettre son dernier péché impardonnable contre l'État. Et nous revenons ainsi là où notre histoire a commencé, le dernier jour de 192 après J.C., avec tout le poids de sa folie désormais exposé au grand jour. Le catalyseur de la fin fut un acte d'hubris ultime. Commode annonça ses plans pour le jour de l'an, le jour le plus solennel du calendrier politique romain. Il ne procéderait pas, comme l'exigeait la tradition, depuis le palais impérial vêtu de la toge pourpre d'un empereur. Au lieu de cela, il marcherait depuis la caserne des gladiateurs, vêtu de l'armure d'un gladiateur, et assumerait la plus haute fonction du pays entouré de ses compagnons de combat. C'était l'inversion complète de l'ordre romain, un dernier crachat méprisant sur la tombe de son père et sur chaque tradition que le Sénat tenait pour sacrée. La nouvelle provoqua une onde de choc dans le palais. Son cercle intime, sa concubine favorite, Marcia, son chambellan, Éclectus, et son chef de la sécurité, le préfet du prétoire Létus, savaient que c'était une ligne de non-retour. L'historien Hérodien nous raconte que Marcia se jeta à ses pieds, en pleurant, le suppliant de ne pas déshonorer l'Empire et de ne pas mettre sa propre vie en danger. Il rejeta ses supplications avec colère. C'est alors que leur peur pour l'État fut éclipsée par leur peur pour eux-mêmes. Ils découvrirent leur propre nom sur une liste de personnes que Commode avait l'intention d'exécuter pour marquer la nouvelle année. Le choix était désormais simple et brutal. Tuer ou être tué, ses plus proches compagnons, les gens qui servaient sa nourriture, gardaient sa porte et partageaient son lit, étaient maintenant ses bourreaux. Il n'avait pas le choix. Le plan fut mis en œuvre ce soir-là. Marcia, dans son rôle de compagne intime, lui servit une coupe de vin empoisonné. Mais le poison échoua, que ce soit en raison de sa forte constitution ou de la quantité de vin qu'il avait déjà consommé. Commode le vomit avant qu'il ne puisse être fatal. Ce fut le moment de terreur absolue pour les conspirateurs. S'ils se rétablissaient, ils étaient tous morts. Ils devaient passer à l'étape supérieure. Ils firent chercher Narcisse, le lutteur champion, le partenaire d'entraînement de confiance de l'empereur lui-même. C'était un visage familier,
quelqu'un dont la présence dans les appartements privés de l'empereur ne soulèverait aucune alarme. Narcisse entra dans le bain où Commode se remettait. Et là, dans la vapeur et l'eau, la dernière et terrible ironie de sa vie se joua. L'Hercule romain, autoproclamé, l'homme obsédé par la puissance physique, le dieu vivant qui massacrait des hommes sans défense dans l'arène, fut maîtrisé et étranglé à mort par les mains nues de son propre lutteur. Sa force, sa divinité, toute son identité fabriquée ne lui furent d'aucune utilité à la fin. Le corps de l'empereur ayant été sorti clandestinement dans la nuit romaine, le secret de sa mort ne pouvait être gardé longtemps. Lorsque la nouvelle éclata enfin, le Sénat romain, un corps qui avait vécu dans une terreur silencieuse pendant plus d'une décennie, explosa. La peur avait disparu, et à sa place se déversa un torrent de haine pure et sans mélange. L'histoire auguste prétend rapporter les acclamations réelles, criées dans la curie, une expression brute et immédiate de leur libération. « Que le meurtrier soit traîné dans la poussière », chantait-il. « Celui qui n'a pas épargné son propre sang. » De tous côtés se trouvent les statues de l'ennemi. De tous côtés les statues du meurtrier. De tous côtés les statues du gladiateur. Les statues du meurtrier et du gladiateur. Qu'elles soient abattues, ils exigèrent la disgrâce posthume ultime. La foi damnatio memoria. L'effacement officiel de son existence des archives de Rome. Le nouvel empereur, Pertinax, installé par les conspirateurs, empêcha la profanation publique du cadavre pour éviter un chaos supplémentaire, et le corps fut discrètement inhumé dans le mausolée d'Adrien. Mais le jugement de l'histoire était déjà écrit. Le sénateur et historien contemporain Cassius Dion, qui avait été le témoin direct de la folie, livra le verdict final et accablant sur ce règne. Avec la mort de Marc Aurèle et l'ascension de son fils, écrivit-il, l'Empire romain est passé d'un royaume d'or à un royaume de fer et de rouille. L'histoire de Commode est plus que le récit d'un seul empereur fou. C'est un avertissement intemporel sur la nature corrosive du pouvoir absolu. Elle nous montre le point terrifiant où les délires privés d'un dirigeant deviennent le cauchemar public d'une nation, et où la seule échappatoire pour ceux qui sont les plus proches de la flamme est de l'éteindre.